Bonjour à toutes et tous. Je pense qu'on va pouvoir commencer tout doucement. Donc, bienvenue à cette table ronde qui porte donc le titre, le thème Transformer notre lien au vivant de la fiction à l'expérience. Alors, j'accueille ici trois intervenants, intervenantes que je vais inviter à se présenter et en quelques mots, parce que moi je les connais déjà un petit peu. On a eu l'occasion de préparer ça en amont et j'ai eu l'occasion de lire aussi leurs travaux. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, donc je vais leur laisser dire en quelques mots, se présenter et peut-être aussi nous dire ce que ce titre évoque pour eux et quels sont les liens entre ce titre et leurs travaux. Donc on peut peut-être commencer par Denethel qui se trouve à ma droite. Oui, déjà merci pour votre invitation à toute l'équipe d'Etopia et merci au public d'être présent, d'accorder son attention. Alors moi j'ai toujours un problème pour me définir, mais c'est normal, je travaille sur les fugitifs, donc ça me contamine. J'ai une formation de philo, d'anthropologie et actuellement je suis l'auteur aussi, entre autres, du livre Sagesse d'Eliane, qui est un essai philosophique et littéraire. Donc, bon, j'y reviendrai plus tard, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec un livre de développement personnel. C'est plutôt une sagesse tordue, comme le mode lui-même d'existence de la liane, qui est obligé de recourir à la torsion pour s'enrouler autour des supports. Enfin bon, je m'arrête là. Sinon, je suis impliqué dans des projets de création que j'initie moi-même ou auxquels je collabore, comme l'exposition Sagesse d'Eliane, fait partie du même geste que le livre, en fait. Mais j'y reviendrai plus tard. Et après, le rapport avec le sujet, bon, il me semble évident, en fait. J'aurais plus une question, enfin, une question. Une problématique, c'est, je pense qu'il ne suffit pas de remplacer un mot pour changer en fait un rapport au monde en fait. Il suffit pas de remplacer nature par vivant pour d'emblée être sauvé. Voilà, donc parce que le vivant, oui, il faut rappeler aussi l'héritage de ce qu'ont pu donner des vitalismes. Il faut rappeler aussi que des gens ont été réduits aussi au fait de n'être que vivants, que ce soit dans les bateaux négriers ou dans les camps d'Auschwitz. Donc, il faut rappeler aussi qu'il y a eu des expériences de confinement de masse, comme durant cet événement qu'on appelle Covid, où quelque part on était empêché de vivre pour pouvoir continuer à vivre. Donc c'est tout ça aussi qu'il faut. Ce vivant, en fait, il est aussi en nous, et ça pose aussi la question de l'existence. Et l'existence, on ne peut pas poser cette question sans poser la question du sens. Et c'est là que ça devient politique, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Je passe à ma gauche, à Lucille peut-être. Je sais pas si... Je vais voir, Ouais. je crois que ça marche. Ah, super. Ok, super. Moi, je m'appelle Lucille Schmid. Je suis ici parce que, avec d'autres, et notamment avec Pierre, qui est là, nous avons créé, il y a maintenant 7 ans, un prix qui s'appelle le prix du roman d'écologie. C'était parti d'une idée... j'avais commencé déjà à m'engager sur les enjeux écologiques en créant un certain nombre de cercles de réflexion où on discutait plus sous l'angle de la démonstration rationnelle, de la question des savoirs, du débat, de la controverse. Et il nous a semblé, après une discussion collective, que, au fond, convoquer la créativité, l'écriture, la possibilité d'associer la littérature, le romanesque, avec ce qui nous arrive, était sans doute essentiel pour faire vivre les contradictions d'une période de transformation, d'urgence, etc. Voilà, donc c'est pour ça que je suis ici. Et sinon, j'ai aussi d'autres vies. Je suis également fonctionnaire au ministère de l'économie, mais petit à petit, il y a déjà un certain temps, je m'en suis éloignée. Mais ça permet d'être à la fois dans les institutions et hors des institutions. Et je pense que ça, c'est un point important sur la question de l'urgence écologique. Comment est-ce que
on fait exister, on remet aussi l'obligation de création et l'obligation d'urgence dans des lieux qui sont aujourd'hui des lieux de gestion, des lieux de normes et des lieux parfois, et même souvent, de déni de l'enjeu écologique. Pierre? Merci. Moi, je m'appelle Pierre Skounches, je suis universitaire, je suis professeur à l'université de Gand, et dans trois livres et plusieurs articles, j'ai interrogé depuis une dizaine d'années le rapport de la littérature à l'environnement au sens large, nature et environnement, avec l'idée que, évidemment, les créateurs sont en train d'inventer des nouvelles formes pour dire notre rapport à ce qu'on appelait dans le temps la nature, qu'on peut appeler vivant, environnement, peu importe, et que ça n'avait jamais été fait de manière systématique. Donc j'observe la littérature XXe siècle et puis littérature contemporaine en particulier à travers cet angle-là. Et ça me permet justement de voir comment aujourd'hui une nouvelle génération aussi, mais déjà une génération plus ancienne d'écrivains est en train de s'approprier cette matière pour en faire quelque chose de neuf qui, justement, dans la mesure où l'imaginaire travaille très fort aussi, peut travailler aussi très fort nos comportements, comment c'est en train de se développer. Mais moi, je ne parle pas directement de questions environnementales, je parle de ces questions-là à travers ce que j'observe dans les textes. Et aussi bien la littérature française que la littérature étrangère européenne, la littérature anglaise que je connais mieux, enfin, après la littérature française, évidemment. Donc c'est ça mon domaine. Et j'ai pu constater que, disons, ça fait 10 ans que je m'intéresse en gros à ces questions-là, que c'était tout à fait marginal à ce moment-là dans le débat universitaire, en France en particulier, qui n'a pas été le pays le plus environnementaliste dans les études littéraires, alors que maintenant, chaque rentrée littéraire, et Lucile est très bien placée pour en parler, cette question prend de plus en plus de place. Donc on est en train d'assister à un changement de paradigme, à mon avis, et qu'il est très intéressant d'observer. Merci beaucoup. Alors, je pensais commencer avec quelques questions. Évidemment, après, on va laisser la parole au public pour au moins une bonne demi-heure, parce que je suis sûr que vous avez déjà beaucoup de questions. Moi, j'en ai déjà des autres, en plus de celles que je viens de préparer, mais on va s'en tenir à ça pour le moment. Et justement, je souhaitais commencer avec une question par rapport à votre livre, Pierre Skounches, qui est disponible sur les tables là. Donc, nos regards se sont croisés, la scène de la rencontre avec un animal, donc qui est paru aux éditions Le Mot et le Reste l'année dernière. Une citation qui est assez liée au thème, voire même directement. Et je cite donc ici, « Parfois, la lecture réactive le souvenir d'une rencontre vécue, d'habitude avec un animal domestique, car les animaux sauvages, même les moins farouches, évoluent en dehors de notre univers quotidien. Et souvent, la lecture rend sensible, une expérience qu'il est donnée à peu de personnes de vivre, ce vécu par procuration, qu'un vécu par procuration que la littérature met d'ailleurs en place dans tous les domaines de l'expérience, n'est pour autant pas à mépriser. En effet, des écrivaines et écrivains versent la rencontre dans une forme qui témoigne simultanément de leur manière propre et de notre imaginaire collectif. Donc, est-ce que la littérature ou même les arts, donc ce serait la question, peut-elle nous rapprocher du vivant ou de la nature, ou peut-être nous en éloigner en fonction du texte? Peut-on associer donc un pouvoir politique ou activiste à ce vécu par procuration qu'est la lecture? Alors peut-être d'abord un élément de mise en contexte, parce que comme ça, dit comme ça, c'est un peu abstrait si vous ne connaissez pas la littérature dont on parle. Mais je me suis intéressé en prenant modèle sur un critique qui a publié un livre très important quand j'étais jeune sur le regard amoureux. Quand j'étais étudiant, sur le regard amoureux, l'inamoramento, le changement de regard entre deux personnes qui s'aimaient ou qui allaient s'aimer. J'ai pris ce même moment, mais en essayant de faire un survol de ce que dans la littérature que moi j'avais lu, ce qu'on pouvait trouver sur le regard échangé avec les animaux. C'était très intéressant de voir ça, puisque si on prend même le long XXe siècle, on voit que les attitudes peuvent être très différentes. Et elles vont d'écrivains qui estiment qu'il ne se passe absolument rien et que chacun vit dans son univers et qui n'a pas accès à celui de l'autre, à des écrivains qui imaginent que quelque chose se passe
Alors en effet, le début de ta citation, David, faisait allusion à ça. Vous regardez sans doute plus souvent un chien, un chat c'est déjà plus difficile, mais un chien dans les yeux, et les propriétaires de chiens imaginent très volontiers qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui se passe avec des écrivains qui ont un lézard? Il y en a un qui est très célèbre, qui avait un lézard et qui pensait avoir une communication directe. Ça donne de très belles pages qu'on peut étudier, puisque un des intérêts de l'échange de regards, c'est que c'est presque toujours suivi. Alors même chez Colette, qui va s'installer dans des cages de fauves, une fois après le regard, il y a le toucher. On veut toucher, souvent c'est ça. Voilà. Quand c'est un chevreuil, ça va. Quand c'est un tigre, Colette, elle sort de la cage du zoo avec une robe tout à fait déchirée, parce que le tigre, il n'a pas trouvé absolument nécessaire d'être touché par Colette. Mais ça fait des très beaux textes, voilà. Et donc, en effet, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment la littérature transformait ce moment un peu privilégié d'un regard échangé en forme. Voilà, c'était très intéressant. Il se trouve que depuis lors, depuis que le livre a paru, j'ai un certain nombre de lecteurs ou d'amis qui connaissaient ça, qui se sont dit « Ah, mais moi aussi, j'ai rencontré un jour... » Enfin, voilà, et alors on a différentes rencontres, et ce sont toujours des moments très forts. Voilà, alors qu'on imagine que quelque chose se passe ou pas, c'est des moments très forts. Il se trouve que depuis que j'écris ce livre, cet été-ci, je marchais avec ma cadette, avec qui on marche souvent en autonomie en moyenne montagne. On était dans le Queyras, on passe un col, pourtant très tard, à 11h du matin, et venant de l'autre côté du col, il y a un loup qui est venu, il était à 10 mètres de nous. Alors il nous a regardé un instant comme ça a duré 5 secondes. Je ne dis pas que je l'ai regardé dans les yeux, enfin, c'est très surprenant, tu ne t'y attends absolument pas, il a tourné les talons. Au-delà de cette question de regard, je n'ai pas regardé ce loup dans les yeux, pensez bien, déjà 15 mètres, c'est pas très près, ou 10 mètres, c'est pas très près. Mais évidemment, quelque chose change à ce moment-là dans l'expérience concrète. Et la question qui peut se poser, quel est le rapport entre la forme littéraire? Moi, je ne suis pas écrivain, je suis universitaire, essayiste si on veut, mais je ne suis absolument pas écrivain. Comment est-ce que ce type de rencontre peut donner lieu et donne effectivement lieu à une écriture? Quelles sont les figures, quelles sont les perspectives qui sont privilégiées? Quelles sont parfois les positions existentielles qui en découlent? Et c'est très vaste, et c'est ça que j'ai voulu mettre en lumière. Voilà. Merci. Je pensais aussi qu'il y avait un passage qui était intéressant dans votre livre. Donc, c'était vraiment abolir la frontière entre fiction et expérience, essayer de rendre le symbolique, l'abstrait, beaucoup plus concret aussi d'une manière. Je ne sais pas si, Lucille, vous aviez peut-être lu d'autres œuvres qui traduisent cette abolition de la frontière entre fiction et expérience. Oui, en écoutant Pierre, moi je pensais à Antoine Desjardins, qui, il y a 2 ans, a eu le prix du roman d'écologie et qui a écrit un recueil de textes, de textes assez courts qui s'appelle « Indice des feux ». Il ne veut pas que ces textes soient qualifiés de nouvelles parce qu'il y a une sorte de fil d'Ariane, si je puis dire, entre ces différents textes. C'est au fond la vie quotidienne au temps du dérèglement climatique. Donc c'est un jeune auteur québécois qui était instituteur et qui est progressivement devenu éco-anxieux en fait, à mesure que peut-être il n'arrivait pas, il se disait mais qu'est-ce que je vais apprendre à mes jeunes élèves, etc. Et du coup, il s'est mis à écrire. Et ce recueil est remarquable parce que je vais vous dire des choses très concrètes. Parce qu'au fond, il nous met face à des histoires qui sont des histoires... Donc, alors c'est au Québec, c'est la vie quotidienne au Québec. Mais je pense à 2 de ces textes. Le premier, c'est un texte sur la vie d'un jeune couple. Et lui devient obsédé par la disparition des baleines. Et au fond, c'est la façon dont il ne pourra plus vivre avec la perspective de construire sa vie, d'avoir un enfant, de travailler, d'aimer sa compagne, je ne sais pas, moi, d'imaginer une perspective, un avenir, parce que les baleines disparaissent. Il se met progressivement à traquer tout ce qui est une information qui lui rend compte de ce qui se passe sur ce front, si je puis dire, des baleines. Est-ce qu'elles vont survivre? Et évidemment, pourquoi est-ce que c'est bouleversant?
parce que la baleine, je dirais que c'est presque le symbole de ce qu'on pourrait appeler le vivant dans son mystère, dans sa différence par rapport à nous et dans son extrême proximité. La romancière Alice Ferney, qui fait partie de notre jury depuis l'origine, m'avait raconté, elle a écrit une biographie romancée de Paul Watson, Le règne du vivant. Elle m'avait raconté que lorsqu'elle écrivait cette biographie romancée, elle n'avait pas voulu rencontrer Paul Watson pour se sentir libre par rapport à ce sujet. Elle posait à toute personne avec laquelle elle pouvait avoir une conversation un petit peu suivie, qu'est-ce que ça vous ferait s'il n'y avait plus de baleines? Et donc je trouve que ce qui est intéressant, c'est presque, et elle ne connaissait pas Antoine Desjardins, hein, donc c'est intéressant cette façon dont, par exemple, la baleine devient une sorte de symbole de ce que serait un monde où, au fond, nous n'aurions plus la perspective de ces êtres mystérieux qui nous échappent et qui, en même temps, sont magiques. Voilà. Et peut-être une deuxième, pour ne pas être trop longue, il y a un deuxième texte dans ce recueil d'Antoine Desjardins, ou peut-être même un troisième. Il y a un texte qui s'appelle Feu doux, qui met en scène un jeune homme qui vient d'une famille assez modeste, et il est très doué. Il est très doué à l'école, il est très doué dans ses études, il se lie facilement aux autres. Et son grand frère projette sur lui des espoirs de vie réussis que lui n'a pas. Et progressivement, il va devenir, je ne sais pas si je veux dire post-croissant ou décroissant, mais en tout cas, c'est très intéressant parce que ce texte met en scène la transformation des relations humaines dans le plus intime qui se passe lorsque, au fond, explose la conception de ce qu'était une vie réussie au temps de la société de croissance. Et donc, c'est absolument bouleversant. Alors, on pourrait dire, ben voilà, c'est la mise en scène de la bifurcation, comme on dit, parce que la bifurcation est tout à fait à la mode. Mais c'est différent, c'est beaucoup plus intime. Et au fond, je dirais que par rapport à ce que vient de dire Pierre, ce qui est intéressant dans la littérature, c'est que ça nous ouvre aussi à la transformation intime. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la transformation... Enfin, ça fait le lien entre la transformation du monde et la transformation intime. Et donc, dans ce recueil, de la même manière, il y a aussi enfin un troisième texte qui s'appelle Répétition générale et qui raconte la tante Angèle qui aime les oiseaux, comme Rachel Carson aimait les oiseaux. Et un jour, elle se réveille, il n'y a plus aucun oiseau, il n'y a plus un chant. Donc, on prend sa printemps silencieux. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle cherche fébrilement toutes les raisons. Elle se fait aider, d'ailleurs, toutes les raisons qui peuvent expliquer pourquoi les oiseaux ont disparu. Elle ne trouve pas. Et puis, un jour, les oiseaux reviennent, ils réapparaissent. Et c'est pour ça que ce texte s'appelle Répétition générale. C'est parce que ce texte veut nous dire que nous devons apprendre à considérer tous les signaux qui sont là aujourd'hui et apprendre à ce que la répétition générale ne conduise pas à la catastrophe finale. Et donc, tout ça pour dire que dans ce mélange d'histoires, de symboles, de liens entre la transformation de notre intimité et la transformation de la société, quelque chose se passe qui est de l'ordre de l'expérience, alors j'allais dire intime. Le sujet, c'est après comment est-ce que l'expérience intime peut déboucher sur l'expérience politique, comment est-ce que la littérature peut alimenter l'engagement politique. Lorsque nous faisons le jury avec Pierre, nous avons des discussions. Nous sommes à la fois des vieux schnocks et des jeunes. Il y a la moitié du jury qui est composé d'étudiants qui ont, je dirais, entre 20 et 25 ans. Et les discussions sont très intéressantes, c'est-à-dire que Pierre va défendre avec une force que vous lui avez vue son goût de la littérature, de la langue, des thèmes, de l'engagement. Mais parfois, nous avons devant nous des attitudes. Moi, je me rappelle d'une attitude d'une jeune femme qui me dit « Ah non, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, les romans de la sélection de cette année, parce qu'il n'y a pas assez de personnages féminins forts. Je suis écoféministe, donc moi, je ne lirai que le roman, donc il y en a à chaque fois 6 sélectionnés, qui parle d'un personnage féminin fort. » Je dis, bah, écoutez, non, pas du tout, vous ne pouvez pas faire ça, etc. Mais du coup, on a eu cette discussion, et puis voilà, on a échangé, elle a changé, et puis elle a lu des... voilà. Mais on a ça, ou alors on a... mais non, c'est pas possible, là, c'est un roman sur l'Afrique qui a été écrit par quelqu'un qui n'est pas africain, et donc on ne peut pas le récompenser. Et ça, on peut dire, bon, pourquoi? Et donc, du coup, c'est intéressant, parce que d'une certaine manière, nous nous confrontons à des questions que nous n'aurions pas imaginé nous poser. Et par ailleurs, c'est réciproque. Je pense que voilà, l'intergénérationnel
fait que nous apportons aussi la question de... Mais là, c'est une belle langue. Par exemple, la première année, quand on a fait le prix, on a récompensé un roman d'Emmanuel Pagano de 600 pages. Et je me rappelle que les étudiants avaient dit « Ah non, si on récompense un roman de 600 pages, on va tuer le prix. » Et bon, je dis « Non, mais pourquoi ?» Et donc, tout ça, c'est des questions un peu... Ça peut vous sembler un peu basique, mais au fond, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on voit comment se transforme la relation à la lecture aussi. Et ça me semble être un point assez... C'est aussi de l'expérience, ça, ce jury. Merci beaucoup. Donc, on est déjà dans le vif du sujet, dans le côté politique, dans le côté esthétique des arts. Et Denetem, vous, comment est-ce que vous voyez donc ce saut fiction-expérience? Vous avez un rapport aux arts qui est différent. Je l'ai lu dans votre ouvrage aussi. Comment est-ce que vous envisagez ce saut, si c'est un saut ou c'est plutôt un lien entre fiction et expérience? Je vais vous donner mon micro encore. Oh, celui-ci. Le saut, ça dépend d'où on part en fait. Dans certains mondes, il n'y a pas de saut en fait. C'est ici qu'il y a un saut. Si des gens comme Breton, des gens du surréalisme partent à Haïti, si on parle de réalisme merveilleux à propos de la littérature sud-américaine, haïtienne ou africaine, c'est parce que d'emblée, en fait, on ne peut pas écrire dans ces mondes-là avec une partition réalité-rêve, en fait. Donc, quelque part, c'est des questions qui ne se posent pas, en fait, depuis certains mondes. Ce qu'on se pose comme question, mais c'est pourquoi il y a un tel fétichisme de la réalité chez les Occidentaux, en fait. C'est plutôt ça, la question. Et en plus, il faudrait aussi questionner qu'est-ce qu'on entend par littérature. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. Parce que par littérature, en général, on entend ce qui est écrit et de façon privilégiée les productions occidentales, en particulier en France, où on a un tel provincialisme que on oublie constamment, on invisibilise constamment le fait qu'une partie de la littérature française est produite depuis ses périphéries, ce qu'on appelle les outre-mer français. Mais on pourrait parler aussi de la littérature d'Afrique francophone. Et en termes de lien à ce qu'on appelle vivant, paysage, etc., je pense que Édouard Glissant, Chamoiseau, Suzanne Césaire n'ont pas attendu, en fait, la prise de conscience récente, en fait, qu'il y a ici, en fait. Et en plus, ce qu'une développe, on ne peut pas le dissocier. La façon dont il voit la littérature, on ne peut pas la dissocier des contes, des pratiques rituelles, des pratiques thérapeutiques, des pratiques horticoles, de la composition d'un jardin créole, par exemple. C'est pas dissociable, en fait, ou du goka, enfin, de la pratique musicale, qui sont aussi des récits. C'est pas juste des gens qui font la bamboula, hein, on n'a pas besoin de Bible dans ces mondes-là, quelque part. Parce que les danses elles-mêmes sont des arts de la mémoire. Quand vous avez dans le candomblé ou la santeria, dans le vaudou, pour les gens connaissent, et associent ça forcément à toutes ces images racistes et coloniales de sorcellerie noire. En fait, chaque divinité renvoie à des rythmes, renvoie à toute une dramaturgie, renvoie à des éléments botaniques, renvoie à des parfums, renvoie à des étoiles, à des astres, comme les divinités de la mythologie grecque, mais comme c'est des noirs, ça c'est des trucs de sauvages. Mais en fait, l'écologie est déjà en fait intégrée dans ces cosmologies. Et ces cosmologies sont mises en œuvre à travers des pratiques de danse, de musique, etc., puisqu'à chaque divinité, comme Oya par exemple, Oya c'est la divinité dans le candomblé au Brésil, liée au vent, au tonnerre, à la tempête, etc., à l'air en général, mais aussi à l'eau forcément. Oya, elle est forcément, sa danse est tourbillonnante, elle est très rapide. Si vous prenez Omolu, le dieu des guérisons et en même temps des meurtrissures, des blessures, des maux, des maladies, comme il porte le poids du monde, le poids des mots, son pas est pesant. Donc, et donc, il faut arrêter de parler de tradition orale, par exemple. C'est pas des traditions orales, c'est des traditions iconographiques. C'est-à-dire qu'on dessine des figures, on dessine des images à travers des danses, à travers des musiques, à travers des motifs qui sont tramés dans des textiles. Et tout ça entre en correspondance.
Et donc tout ça, c'est une écriture. Et là, c'est plutôt les Occidentaux qui sont analphabètes en termes de, et y compris dans le paysage. Il n'y a pas de forêt vierge. Ce qu'on appelle Amazonie, c'est une forêt. C'est un jardin en fait, ce que Gilles Clément appelle le jardin planétaire. Mais en fait, ça a toujours été un jardin pour les Amazoniens, ceux qu'on appelle les Amérindiens, qui au fil des milliers d'années où ils ont habité ces forêts, à travers leurs itinérances, leurs pratiques de chasse, de pêche, horticole, rituelles, ils ont modelé en fait, ils ont contribué à ce qu'on appelle la biodiversité. Et donc c'est quand des gens ne connaissent pas, ne savent pas lire, ils appellent ça forêt vierge. Ce qui a l'avantage aussi sur le plan de la question de la conquête et de l'appropriation, de permettre en fait le processus colonial, puisque en jetant un voile de virginité sur des terres présentées comme n'appartenant à personne, terra nullius, on permet justement leur pénétration coloniale. Et donc même des termes comme forêt primaire sont encore hantés par cette notion de forêt vierge et doivent être mis en question. Maintenant, je vais revenir, enfin, j'ai fait un petit détour. Est-ce qu'on peut avoir un rapport direct à un animal, à une plante, etc. Est-ce qu'il y a un rapport neutre, objectif? Non. Ce rapport que... Moi, je suis schizophrène vu que je suis par ma mère français, blanc, et par mon père noir de Centrafrique. Donc du cœur des ténèbres, là où il y a plein de minerais. Donc, je peux dire nous à chaque fois. Donc, nous, occidentaux, quand on se rapporte à un animal, oui, on le pense, on se pose la question comment entrer en relation avec lui, comme si c'était quelque chose de presque neutre. Et en fait, dans plein de... Ça dépend des cultures, mais dans plein de sociétés, quand on se rapporte par exemple à un jaguar, c'est pas juste un animal au sens ayant une dimension physique, anatomique. Il a une dimension métaphysique en ce que c'est aussi un esprit. Et c'est pour ça que le terme animisme pose problème d'ailleurs, parce que c'est pas juste un plan d'immanence en fait. Il y a une dimension métaphysique. Et jamais un Amérindien n'aurait la prétention de devenir un jaguar. Il peut se laisser investir par le jaguar et là il y a métamorphose. Mais il ne devient pas un jaguar, il ne devient pas un loup en fait, il ne devient pas une montagne. Ça c'est typique de l'attitude de l'occidental qui croit pouvoir, depuis l'humanisme de la Renaissance, devenir tout ce qu'il veut quelque part. Et c'est pareil, la liane, par exemple. Si on va chez les Amérindiens, c'est pas une corde en libre service sur laquelle on va sauter comme Tarzan, en fait. La liane, ça renvoie en fait à un ombilique, à quelque chose qui nous relie en fait terre et ciel. Donc c'est pas juste la terre qui est important, c'est la tension entre terre et ciel de façon à avoir un arc de combat aussi. Et cette liane en particulier, qui est une plante maîtresse, c'est l'ayahuasca ou yadjé, qui offre des visions, qui met en rapport avec d'autres mondes, parce que la liane est un élément de passage et qui va pouvoir aussi nourrir des séditions, voire des insurrections, puisque, par exemple, le christianisme, quand il s'impose dans les Amériques, il s'impose avec un imaginaire. Et c'est pour ça que des plantes comme le peyote, l'herbe du diable, ou comme l'ayahuasca, qu'on appelle en fait en espagnol la liane de vision, la liane des morts, qui ont le toupet en fait de mettre en relation avec des divinités, qui sont elles-mêmes des divinités, sont profondément séditieux en fait. Et il y aura plein de procès pendant l'Inquisition espagnole en Amérique du Sud, où on verra des sorciers, enfin des chamans. Pour rappeler que les chamans, c'est pas des diplomates au sens de gens comme Morisot. Les chamans, c'est d'abord des maîtres du désordre, en fait. C'est d'abord eux qui lancent les insurrections. Il n'est pas question pour eux de faire de la diplomatie, en fait. Ou alors ils vont plutôt marronner, en fait. Parce que c'est par la résurrection des dieux ancestraux et par l'abjuration du christianisme qui a été imposé qu'on lance des révoltes, par exemple au Mexique. Mais je pourrais dire la même chose de l'Afrique, mais c'était pour me décentrer. Enfin, voilà. Donc je ne sais pas si ça a donné... enfin voilà. Merci beaucoup. Et je pense qu'on a touché plusieurs cordes, fil rouge à travers qui traversent le travail de chacun et chacune, je pense.
notamment aussi les divergences entre monde occidental et postcolonial et les concepts qui sont utilisés d'un côté et de l'autre et qui parfois sont problématiques. Il y en a un qu'on cite souvent, c'est le fait d'être anthropocentrique. Et il y a une notion de visibilité qui est fort présente dans les travaux, tant en littérature et chez vous aussi, Pierre. Donc on voit la visibilité de l'animal, l'expérience, le fait de le voir, le rendre plus visible, le vivant, pour développer donc une connexion avec ce dernier. Mais dans votre livre, Denetem, la notion de visibilité, elle est un peu déconstruite à travers une autre notion que vous introduisez, qui s'appelle la fugue. Je cite, donc, en ces temps sombres, on prolifère les dispositifs de contrôle, les résistances gagneraient à être plus furtives que frontales. Donc, par ce mot fugue, j'entends une forme de vie et de résistance qui, loin du face-à-face lumineux, de la révolte héroïque, opère dans l'ombre un retrait, une dissolution du soi continuel. Est-ce que vous pensez donc, qu'on doit toujours travailler donc, avec ces dichotomies peut-être entre visible, invisible, absent, présent, pour essayer de déconstruire l'anthropocentrisme, ou est-ce qu'on devrait peut-être justement envisager plus ces révoltes qui sont plus furtives? Est-ce que vous pouvez aussi, à travers cette question, nous en dire plus à propos de cette fugue? On peut peut-être commencer par vous, ou à ma gauche, pour justement diffuser un peu la parole. Oui, enfin, là, on est dans un imaginaire très, très particulier. Sur quoi je peux rebondir, c'est cette question de perception de la réalité à partir de différents points de vue. On a parlé France, on a parlé francophonie, on a parlé imaginaire différents. Mais je pense qu'il faut aller bien au-delà de la question de la langue qui ici, on se sert du français, parce qu'évidemment, c'est pas comme s'il y avait une vision occidentale sur différentes. Elle se construit culturelle, intellectuelle, d'expérience d'un paysage qui n'a absolument rien à voir, même entre l'Angleterre et la France, ce ne sont pas les mêmes visions. Et ce qui est particulièrement intéressant, et je pense nécessaire aussi quand on aborde ces questions-là, c'est qu'on arrête de les penser ou à travers la question d'une langue unique, ou à travers d'un imaginaire unique ou qu'on va compartimenter. À partir du moment où la question environnementale, ou si on veut écologique, concerne, avec le réchauffement climatique, l'ensemble de la planète, disons l'ensemble de la Terre en tout cas, ça n'a plus beaucoup d'intérêt d'en rester à des logiques nationales et certainement pas des logiques patrimonial, ou de faire une concurrence entre un imaginaire qui serait subsaharien, belge, français. Je pense que ce qui est très intéressant dans la manière dont la littérature est en train de s'emparer de ces questions environnementales, c'est comment justement cette espèce de circulation très large des idées, puisqu'aujourd'hui vous lisez aussi bien en traduction ou pas des auteurs dans différentes langues, puisque ça circule beaucoup plus que dans le temps, ces imaginaires sont beaucoup plus accessibles. Et donc on a accès aujourd'hui à un nombre de formes très diversifiées, ce qui n'était pas nécessairement le cas d'un lecteur en France dans les années 30, par exemple, qui n'avait pas nécessairement accès, et en plus, il se trouvait dans un monde qui n'était pas encore, je vois les guillemets, mondialisé comme il peut l'être maintenant. Mais il est évident que la question que tu poses renvoie à quelque chose d'évidemment fondamental, c'est-à-dire que alors là, on ne va pas faire de la philo, ce n'est pas mon domaine non plus, mais c'est que la nature n'est pas une réalité extérieure. Enfin, il y a une phrase d'une prof américaine qui est très importante, qui s'appelle « Nature doesn't grow on trees ». La nature ne pousse pas sur les arbres. Voilà, donc pour dire que, évidemment, la nature est une construction, elle est dans un lien
au réel. Et ce réel, il est différent pour quelqu'un en Afrique du Nord, en Suisse, en Belgique, en Italie. Ce réel, il est différent parce qu'il est construit à travers toute une série d'éléments historiques, culturels, de travail, sociaux, etc. Donc cette nature, elle est construite. Mais en même temps, elle est là comme réalité. Et peut-être comme réalité où l'homme n'a pas nécessairement sa place. C'est-à-dire que l'homme n'a pas nécessairement sa place partout. Mais ce qu'on voit avec le tournant environnemental dans la nature, c'est que le besoin de malgré tout faire une place à la réalité devient plus grand. Quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, c'était la période du structuralisme et des formalistes. C'est le nouveau roman ou le nouveau roman où on vous disait que, évidemment, la littérature ne parle pas du monde, mais elle parle d'autres textes, et à travers ces autres textes, elle parle peut-être du monde, mais c'était secondaire, tout à fait secondaire. Là, un certain nombre d'éléments, dont en particulier le fait qu'on a eu des maladies, le sida, le fait que la question de la violence envers les femmes est devenue importante, le fait qu'on a eu la guerre aux portes de l'Europe, à partir du moment où le corps est engagé, vous ne pouvez plus dire uniquement que la réalité n'existe qu'à travers la représentation qu'on s'en fait. Ce qui est évidemment toujours le cas. La nature ne pousse pas en effet sur les arbres, c'est une construction. Mais en même temps, on a beaucoup plus pris la mesure du poids de la réalité. Il y a un auteur américain de la contre-culture américaine, Edward Abbey, je cite volontiers toujours cette phrase, Edward Abbey qui a fait un roman contestataire, écologique, militant, avec un groupe d'environnementalistes qui va détruire des engins qui sont en train de... Enfin, c'est la question des mines à ciel ouvert, des grands barrages, de la déforestation. Voilà, ils vont détruire des engins, et c'est un livre assez culte dans The Monkey Ranch Gang de Edward Abbey. Et dit, quand vous discutez, pour vous montrer comment fonctionne ce rapport avec le réel et la construction du réel, il disait, il était opposé au constructivisme, à l'autoréférentialité de l'œuvre d'art, si vous préférez. Il disait, quand vous discutez avec un constructiviste, vous vous baissez, vous ramassez une pierre, vous la lui lancez au visage, et s'il se baisse, c'est un hypocrite. Simplement pour dire que le poids du monde est là. Le monde est là et il est extérieur à nous et nous nous confrontons à ce monde. Donc, et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui dans la littérature, c'est que des formes sont en train de s'inventer pour dire un autre rapport au monde, qui n'est pas le rapport esthétique du romantique qui regarde la nature à distance, qui n'est pas non plus le rapport du paysan qui a certainement fini par ne plus regarder le paysage parce qu'il est dans un travail constant, mais un rapport qui correspond à une sensibilité contemporaine qui a pris la mesure de la responsabilité de l'homme envers la nature. Et je pense que ça, c'est particulièrement intéressant aujourd'hui. On ne peut plus aujourd'hui faire ce qu'on faisait dans les années 80, c'est-à-dire raconter des histoires qui ne tiendraient pas compte du réchauffement climatique. Voilà, on ne peut plus penser que le monde de 1800 était identique au monde d'aujourd'hui. Quand bien même, on a l'impression que ce sont les mêmes lieux, les mêmes villes, les mêmes villages, etc. Non, ce ne sont plus du tout les mêmes lieux, puisqu'il y a des choses qui nous impactent tout à fait. Et donc, ces questions ne doivent pas être abordées, je pense, à l'intérieur de traditions nationales, même à travers des questions de langue, mais doivent être abordées de manière beaucoup plus générale dans leur interaction. Oui, merci Pierre. Moi, je voulais rebondir sur ce terme de fugue, donc employé aussi par Denethème. Et il me semble que ce qui était très intéressant dans ce que vous disiez, Denethème, c'est que vous ne parliez pas particulièrement d'écriture, vous parliez au fond d'un imaginaire incarné. Vous nous parliez du corps, vous nous parliez de l'expérience, et ça renvoyait, moi qui voyais la question de la fiction à l'expérience comme le fait qu'on passait d'un exercice littéraire, esthétique, etc., à une expérience vécue, vous nous parliez au fond de culture incarnée. Il y avait quelque chose, ça c'était sans doute une vision différente, certainement que de lire, simplement de lire. Donc ça me semble être un point intéressant. C'est au fond comment est-ce qu'on réintègre cette question du corps, de l'expérience vécue par rapport à la question de la culture. Après, sur la question de la fugue,
Moi, j'ai envie de dire une chose, c'est qu'on fugue par rapport au monde tel qu'il est aujourd'hui, on s'évade donc. La question, c'est quand est-ce qu'on retourne et comment est-ce qu'on transforme justement le monde à partir de la fugue. En fait, c'est ça qui est... par exemple, c'est vrai que Pierre a raison de dire que on est dans une sorte de... il n'y a plus de frontières, en fait, par rapport à cette expérience littéraire. Nous, d'ailleurs, le prix du roman d'écologie porte sur le monde francophone, en fait. Il n'est pas du tout limité à des écrivains français. Et cette année, on a récompensé un roman écoféministe écrit par une romancière qui est à la fois roumaine et congolaise et qui écrit en français. Voilà. Donc c'est intéressant de voir comment on peut aussi, on se rappelle de Katabi Yassine et de la langue française comme butin de guerre, comment aussi une langue peut aider par ailleurs à dire des choses qui ne relèvent pas de ce que diraient spontanément des gens qui ont la nationalité de cette langue. Ça me semble intéressant de dire quand même qu'une langue est sans frontières. Hein, et on prend le monde dans sa diversité, dans son absence de frontières, mais la langue est aussi absence de frontières. Hein, donc on choisit sa langue. Après, donc, pour revenir sur la question de la fugue, pour ne pas être trop longue, je pense que le sujet, c'est donc comment, à partir de cette fugue romanesque ou de cette fugue littéraire, de cette fugue artistique, de manière plus large, comment est-ce qu'on réintègre un monde et comment est-ce qu'on le transforme, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est vrai que dans la période d'urgence écologique que nous vivons, j'ai envie de dire, ma fugue, elle me permet aussi d'être plus forte pour réintégrer ce monde et, au fond, y enclencher un élan, une émotion, une dynamique qui n'existerait pas sinon. Cette année, on a invité un scientifique qui a beaucoup écrit sur l'écologie sensible, Jacques Tassin, qui vient donc du monde, en fait, qui est écologue, donc qui vient du monde scientifique et qui nous a raconté comment est-ce que, comme scientifique, sa découverte au fond de Maurice Genevoix l'avait aidé à percevoir autrement ce qui était sa passion pour la biodiversité. Donc, à travers l'appariement, si je puis dire, entre exercice littéraire et exercice et culture scientifique, il a au fond nourri une forme d'engagement qui a pris une autre forme qu'un engagement professionnel. Je pense que ça, c'est important. Moi, ce qui me semble essentiel, c'est quand même de dire que dans la période qu'on vit, il faut faire évoluer nos rôles sociaux, il faut faire évoluer nos manières de considérer effectivement la littérature. Par exemple, que la littérature soit un art engagé, me semble aller de soi. Ça va aussi bien sur le post-colonial que sur cette question d'écologie. Et pourtant, c'est un débat, c'est un sujet de controverse. Et lire ces romans dans lesquels les enjeux écologiques racontent des choses aussi différentes que l'explosion d'une centrale nucléaire, la conversion d'urbain à la ruralité, la question des cancers provoqués par le Roundup, l'enjeu de l'écoféminisme de la Tanzanie à l'Écosse. Tout ça crée un chatoiement imaginaire qui doit nourrir, par ailleurs, me semble-t-il, cette question de l'engagement. Donc je pense que quand on parle de la fiction à l'expérience, je pense que cette fiction romanesque autour de l'écologie, pour moi, crée une sorte d'obligation de l'engagement, qui est quelque chose qui est très loin d'une vision esthétique. Et c'est en ce sens que je dirais la littérature écologique est politique. Merci beaucoup. Et c'est d'ailleurs ce que je trouvais très intéressant aussi dans les livres primés, les romans primés, notamment celui de Lucie Ricot dont on a parlé l'année dernière avec Pierre, qui n'est pas marqué vraiment par un greenwashing, mais qui est un peu étrange justement, qui essaie de réévaluer peut-être ces problématiques-là à la lumière d'aujourd'hui, mais sans pour autant vraiment directement critiquer et jeter la pierre et être le grand méchant vert et peut-être amener quelque chose dans le discours qui est peut-être plus intéressant aussi et édifiant. Pour en revenir à la fugue, justement, à son créateur, quelques mots peut-être sur la fugue pour réagir à ce que viennent de dire Lucille. Alors, je me précise que je ne suis pas le créateur de la fugue. Elle me précède, heureusement. Mais c'était pour moi une façon... parce que votre question et l'extrait que vous avez cité de Sagesse d'Egan, ça mélange plusieurs plans, en fait. Donc, il faut les distinguer quand même. Parce que là, je me référais à la question de la société de contrôle. Et de fait,
Pour prendre un exemple en dehors de contexte auquel on m'associe, quand vous êtes lanceur d'alerte, je ne pense pas que vous puissiez agir en pleine lumière. Et l'actualité récente en France le montre, où il y a une remise en question radicale en fait, du secret des sources. Donc là, un journalisme engagé, entre guillemets, un journalisme écologique, ça devient de plus en plus compliqué. Sans parler de la concentration des médias, quand vous avez une chaîne comme TF1 qui appartient à Bouygues, comment vous faites pour faire un reportage sur, par exemple, la centrale de La Hague, construite par Bouygues, qui pose des problèmes? Enfin, c'est des questions qui sont liées aussi à l'écologie. Donc l'ombre est aussi importante que la lumière, elle est peut-être même plus. Il n'y a pas de naissance sans ombre, sans le couvert de la forêt, sans l'œuf, sans... Enfin, c'est... Et moi, en fait, quand je parle de fugue, pourquoi je parle de fugue? C'est parce que mon point de départ, c'est l'esclave fugitif. C'est ma rencontre avec les mondes marrons. Les marrons, ce sont ce qu'on appelle les nègres marrons. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui fuient, en fait, la mine, les plantations esclavagistes pour reconstruire leur humanité, soit dans la clandestinité en se perdant dans l'anonymat de grandes villes coloniales, soit en partant en forêt et dans ce repli déplié des territoires inédits en fait. Donc la fugue, c'est pas une simple fuite en fait, elle est production en fait. Et c'est pour ça que j'utilise le terme fugue et pas fuite, qui est trop négatif en français, en me référant explicitement, délibérément en fait au baroque, et qui fugue est plus proche en fait de la racine latine de fuite, fuga, qui est beaucoup plus riche en fait. Et donc ce qui est important dans la notion de fugue, c'est l'idée de variation créatrice en fait. Et sans parler aussi des connotations d'indocilité, puisqu'on l'associe aussi à la fugue de l'enfant, qui refuse l'entreprise de domestication. Et donc pour rappeler pour ceux qui... L'intérêt du marronnage, c'est marron, ça vient pas de la couleur, ça vient de l'espagnol cimarron, qui renvoie à ces animaux qui, de domestiques, retournent à l'état sauvage. Que ce soit un taureau, une poule, enfin peu importe. Et par extension, les Espagnols, sur l'île d'Hispaniola, l'actuel Saint-Domingue, Haïti, ils appelaient leurs nègres, qui étaient leurs animaux domestiques, puisque c'est ça un esclave, negros cimarrones, ceux qui partaient en forêt. Donc le marronnage, c'est aussi, ça comprend une conception du vivant. Pour moi, j'ai même pas besoin d'expliciter en fait. C'est une conception du vivant et de la création comme dédomestication, comme indocilité créatrice. Donc si on part du point de vue de celui qui est fugitif, quelle que soit la raison de sa fugitivité, qu'est-ce qu'il cherche en premier lieu? Un refuge. Et ce refuge, dans un premier temps, il est plutôt caché en fait. Il a besoin de l'ombre. Mais ce refuge, ce dehors, qui est aussi un dehors, on peut le créer au sein même d'un dedans asphyxiant. Comme Babylone, comme notre société globalisée, quoi. Comme nos safe, y compris au sein même des Smart and Safe Cities, dont par exemple Nice est le laboratoire pilote en France. Où là, vous avez l'entreprise Thales, qui est une entreprise de armement, de satellites, etc., qui drive en fait un projet de Safe City avec des vidéosurveillance algorithmique qui va être mis en place grâce à nos députés. Ça s'est passé en mars dernier, pour dire on est un pays de liberté, qui va être mis en place de façon dite expérimentale, temporaire, pendant les Jeux Olympiques, les prochains Jeux Olympiques de Paris. Mais pour moi, l'écologie, c'est ça aussi, en fait. On ne peut en fait transformer notre lien au vivant que si on transforme aussi notre lien à la technosphère. C'est-à-dire à tous ces chaînes qui nécrosent la vie en fait. Puisque l'asphyxie qu'on a aujourd'hui, c'est pas seulement une question d'extinction des espèces, d'acidification des océans, c'est le dehors lui-même qui disparaît. Quand le futur lui-même devient un produit. Puisque la gouvernementalité algorithmique, le capitalisme de surveillance, on parle social Zuboff, vise à faire du futur, de nos futurs, des moindres attentes, un produit prédictif en fait, une marchandise. Donc la marchandisation du vivant, elle va très loin aujourd'hui. Et elle est indissociable en fait de la technosphère, y compris, alors même qu'on parle d'extinction du vivant, en attendant, dans les laboratoires biotech, on fait proliférer la matière vivante.
Et là, ça pose la question de l'extraction. L'extraction, c'est pas juste les mines au Katanga ou au Chili qui permettent d'avoir des voitures propres électriques, par exemple, dans les cités européennes, en Chine, etc. Non, l'extraction, c'est aussi des nouvelles formes d'extractivisme, ayant par exemple pour objet le corps féminin, dans la production d'ovocytes, dans la production d'embryons, qui sont la base de l'accumulation primitive de la médecine régénérative, en fait, puisque ça permet la production de cellules souches. Enfin, voilà, pour vous dire en fait à quel point notre lien est nécrosé, et que s'il n'y a pas une attaque politique des mouvements, en fait, par rapport à toutes ces chaînes en fait, qui nécrosent le vivant, en fait, je ne pense pas que juste des câlins à des arbres ou une séance de yoga dans la journée ou enfin, notre propre rapport suffit à transformer, en fait. Et là, on est dans la dimension politique, mais je pourrais peut-être justement montrer, puisque là, on a parlé aussi vous avez parlé d'extraction. Un des moteurs de Sagesse d'Eliane, ça a été la question de Montagne d'Or, en fait. Ce projet d'extraction minière qui a eu lieu en fait en Guyane et qui a suscité en fait un mouvement qui s'appelle le mouvement de la jeunesse autochtone de Guyane contre cette réactivation du mythe de l'Eldorado. Et ça montre que oui, fiction et réalité, non, il n'y a pas de... La réalité elle-même est modelée par des images qui sont souvent toxiques, comme l'image de l'Eldorado. Sachant que, par exemple, le projet Montagne d'Or, une des compagnies, une des multinationales de ce projet s'appelait Columbus Gold, l'or de Colombe. Est-ce que je peux passer juste on peut peut-être passer oui. sur la question Voilà. Et puis après rebondir sur l'extraction. Donc j'avais pas mentionné donc le greenwashing, donc vous venez parler aussi et on peut. C'est ça, c'est donc vous me disiez donc la surface de l'iceberg. Mais d'un autre côté, côté littérature et dans les lettres, on voit que c'est, notamment dans votre dernier livre, vous parlez aussi, Pierre, d'Antoine de Bac, qui a été influencé par peut-être les conférences, notamment celle de Paris, et qui reste toujours dans notre esprit, notamment quand on écrit l'œuvre littéraire. Alors, est-ce que, selon vous, on devrait retourner à des œuvres qui n'avaient pas été marquées par les sensibilités par rapport au climat, par rapport au changement climatique, au réchauffement climatique, pour peut-être éviter alors ce problème de greenwashing, ou alors est-ce qu'il peut être évité d'autres manières? Oui, merci. Alors, bon, la question, c'est la suivante. La littérature et l'enseignement de la littérature aussi, et la tradition littéraire, en fait, ça sert à une chose, c'est à... parce que vous êtes tous capables de lire, vous n'avez pas besoin de profs pour lire, vous lisez tous des livres. Après, les profs, ils font autre chose. Mais ce qui est très important, c'est qu'on garde disponible pour les générations futures une certaine tradition et un certain nombre de textes. On peut absolument, même pas quand on prend la littérature ancienne, on peut absolument pas tout lire. Il y a un jugement qui est le jugement du temps, qui est un jugement qui se fait esthétiquement, mais aussi politiquement à chaque génération. Et ce qui est très important, c'est qu'on garde un certain nombre de textes disponibles. C'est à ça que sert l'enseignement de la littérature, outre le fait d'avoir un certain nombre d'outils pour aller lire ce texte. Et évidemment, notre sensibilité moderne, actuelle, mais que quand je dis nous, en fait, on fait un peu du wishful thinking, parce qu'évidemment, je ne pense pas que tout le monde pense comme les gens qui sont ici dans la salle, sinon on serait beaucoup plus nombreux ou beaucoup moins nombreux, enfin, c'est après l'angle qu'on choisit. Mais donc, notre sensibilité contemporaine, et ces questions d'éco-politique, justement, nous permettent de relire une littérature ancienne selon des grilles qui n'étaient pas celles de l'époque, selon des grilles qui vont valoriser ou dévaloriser certains textes, mais en tout cas qui vont revisiter le passé. C'est-à-dire que c'est évidemment une manière d'observer ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est aussi une manière, ces questions d'éco-politique, de revenir sur le passé et d'éclairer des choses qui ont peut-être été qui sont passées inaperçues. Alors, je pense qu'on ne réinvente jamais des grands auteurs. Il faut que des auteurs aient été visibles au moins à leur époque pour qu'on puisse y retourner après.
l'invention d'un grand auteur, voilà, il faut qu'il y ait des gens aient eu une certaine visibilité à leur époque, sinon on ne va tout simplement pas les retrouver. Mais je pense que ça, c'est très important qu'on puisse faire ça. Après, votre question comportait une question sur l'impératif. Il faut que... Je pense que l'art ne doit absolument rien. Je veux dire, les créateurs sont très libres et les créateurs en littérature ont le grand avantage de pouvoir travailler avec très peu de moyens. Si vous êtes cinéaste, documentariste, auteur de films de fiction, vous devez trouver des subsides, des crédits, des acteurs, etc. La littérature, en fait, vous y avez accès très, très facilement. On publie aujourd'hui énormément. Il est sans doute moins difficile aujourd'hui de publier la littérature de fiction qu'au début du XXe siècle. On publie beaucoup plus et donc on a la possibilité. Et on est très libre. Voilà, en effet, on parlait tout à l'heure, Denetem parlait de la monopolisation des médias, etc. Si on veut avoir accès à ces médias-là, oui, évidemment. Mais si vous voulez écrire et faire passer quelque chose par ce biais-là, c'est en fin de compte peut-être assez facile comparé à d'autres moyens, et vous pouvez toucher très vite. Avec le prix du roman d'écologie, mais ça vaut pour l'ensemble de la littérature, en dehors de la préoccupation qui nous réunit ici, vous pouvez très vite en fait toucher beaucoup de monde si à un certain moment on trouve que la qualité de votre œuvre est vraiment majeure. Je veux dire, on a chaque année, et cette année-ci de nouveau, on va avoir quelques textes qui sont vraiment très, très originaux dans ce domaine-là. Donc il y a moyen d'agir à travers l'art. Et peut-être, et je vais insister là-dessus, la littérature, de manière générale, s'inscrit, alors pas dans l'urgence, évidemment. Je veux dire, la littérature s'inscrit, ou elle peut s'inscrire dans l'urgence, mais c'est pas ça. Le temps de l'action ponctuelle, de l'engagement dans les associations, est un temps qui peut être très court. Pour certaines causes locales qui ont une application globale peut-être importante, mais on a les associations qui fonctionnent là. Le temps de la politique est un temps moyen. Et quand je dis moyen, 3-5 ans, c'est déjà très loin. Mais la littérature qu'on a continué à lire, la littérature qui a réinventé les formes, travaille dans le temps long. Autrement dit, quand on problématise des questions environnementales aujourd'hui, c'est en inventant des formes dont on espère qu'elles vont toujours être là ou avoir marqué l'histoire de la littérature, des arts, peu importe, ça vaut dans tous les domaines artistiques, dans la durée. Et je pense que c'est ça, c'est ces différents temps, le temps d'action dans les associations, le temps politique, le temps de la littérature, qui ne sont pas les mêmes. Et moi, je suis toujours frappé par le fait, et Lucille le rappelait de manière tout à fait pertinente, on dit, voilà, l'urgence environnementale, mais voilà, ça fait à peu près 20 ans que j'entends le terme urgence environnementale, et il est vrai qu'on ne peut pas dire que cette urgence est poussée dans nos sociétés démocratiques, et dans certains pays plus que d'autres, à des décisions fondamentalement différentes, puisque nous sommes dans un système politique démocratique où le jeu est que voilà, c'est une question de majorité qui doit se décider. Et on a vu qu'il y a tout plein d'autres urgences sanitaires, politiques, militaires, tout ce qu'on veut, qui ont pris de loin le dessus sur ces questions environnementales. Voilà. Donc je pense que là, il faut vraiment avoir cette pensée-là. Ça a arrêté. Je sais pas. Ouais. Oui, moi, deux réactions. Le thème de la fugue, je le trouve extrêmement fécond pour aborder la façon dont la fugue peut nous faire revenir, d'abord nous permettre de nous représenter autre chose, un autre monde, et ensuite créer le décalage, et ensuite effectivement introduire un autre récit. C'est ça qui me semblait intéressant dans ce que disait Denetem. Vous citiez Lucie Ricot, Le chant du poulet sous vide, qui a eu le prix du roman d'écologie il y a 2 ou 3 ans, 2 ans. Je pensais à un autre roman écrit par un auteur qui s'appelle Joël Baquet, La fonte des glaces. Dans les 2 cas, en fait, c'est une sorte de fugue, au sens où, si vous lisez ces romans, ils sont extrêmement drôles. Il y a une sorte d'humour, d'ironie qui s'y incarne. Chez Lucie Ricot, il s'agit de raconter, pour supporter, pour une personne végétarienne, de tuer les poulets qu'elle reprend en héritage de sa mère, pour supporter
la douleur de tuer le poulet, il faut écrire sa biographie. Et à partir de là, quelle est la seule personne qui va comprendre l'intérêt d'écrire des biographies de poulets? Un grand distributeur. Et donc, c'est là que le greenwashing intervient, mais à travers une ironie, à travers la biographie du poulet. Dans La fonte des glaces, le héros tombe amoureux d'un manchot empaillé et construit ensuite une sorte de commerce à partir de l'eau des icebergs dans le monde entier. Et donc, vous comprenez bien que dans c'est une fugue, évidemment, par rapport à notre réalité. C'est même du surréalisme, vous évoquiez André Breton. Et à travers cette absurdité, apparaît l'absurdité du monde tel que nous le vivons. Et je pense que c'est un point essentiel. Et donc, j'en reviens à ce que nous avons commencé à effleurer, peut-être en cette fin d'échange, qui est qu'au fond, il n'y a pas que la littérature pour introduire des récits. C'est-à-dire qu'il y a des récits, il y a toute la journée, on nous sort des récits à dormir debout, en fait, qui sont des récits que la montagne de Dor va être un nouvel Eldorado, qui est que nous sommes dans des médias complètement libres dans lesquels l'influence de l'argent n'existe pas. Et donc, au fond, ce qu'on a commencé à aborder, c'est la façon dont, peut-être à travers ces romans d'écologie ou à travers cette capacité que nous avons à être des citoyens émancipés, nous saurons de mieux en mieux décrypter les récits à dormir debout d'une société dont nous voulons nous débarrasser, en fait, qui est une société de consommation, qui est une société d'une fausse urgence, qui est une société mercantile. Et donc, toute la question, c'est évidemment la construction de contre-pouvoirs et donc de contre-récits. Et par rapport à cette question de lancer l'alerte, moi je ne sais pas si les lanceurs d'alerte sont invisibles. Je pense qu'en général, quand on lance l'alerte, on devient visible alors qu'on était invisible en fait. Donc on peut avoir une discussion là-dessus. Mais en revanche, on se situe du côté du contre-pouvoir, du contre-récit, et on fait exister, à travers une forme d'héroïsme individuel ou d'héroïsme d'une petite communauté, ce contre-récit politique. Et je pense que la question qui nous est posée aujourd'hui, ce n'est pas évidemment le grand récit écologique qui vient, c'est l'abondance des contre-récits, des contre-pouvoirs, et de cette façon dont nous pouvons imaginer parfois des récits qui ne sont pas des récits très gais, parfois des récits qui sont des récits enthousiasmants, mais en tout cas des récits dans lesquels l'élan de ce qui est possible de construire en termes démocratiques existe. Et il me semble donc que cette question de tous ces contre-récits est essentielle pour irriguer un imaginaire démocratique effectivement assez mal en point aujourd'hui. Et donc associer écologie et démocratie. Moi, c'est ça qui me semble important. Donc le récit n'est pas seulement dans l'œuvre littéraire, il est aussi dans ce que nous disons à nous-mêmes, dans ce que nous construisons ensemble. Et en ce sens, je crois que notre échange nous invite à considérer que parfois, donc, ce qui semble être une histoire raisonnable est une histoire à dormir debout et qu'il faut confronter un nouveau principe de réalité, une nouvelle expérience par rapport à ces histoires à dormir debout que nous sommes parfois habitués à entendre et qui nous ont endormis et qu'il faut nous réveiller. Merci beaucoup. Alors, en guise de réaction, on peut peut-être montrer les exemples artistiques en plus d'une réponse peut-être détaillée. Avant que je vous laisse à vous la parole, on a commencé un peu en retard, mais il nous reste du temps, j'ose espérer, pour des questions dans l'Assemblée. Donc, on va peut-être montrer votre travail avant. Je vous laisse présenter. Je vais commencer par montrer en fait un témoignage d'une Amérindienne. Allô ? Ça va ? Oui, ça marche. Un témoignage d'une Amérindienne faisant partie de la jeunesse autochtone de Guyane. Parce qu'en 2017-2018, j'étais en Guyane, il y avait le mouvement pour la Guyane décollée, qui partait du constat qu'on fait décoller des fusées, des Ariane, depuis le port spatial européen de Kourou. Il faut rappeler que ça génère plus de 300 000 emplois en Europe, mais pas grand-chose en fait dans cette région ultra-périphérique, comme on dit selon les termes européens, qu'est la Guyane. Et en plus, ils ont été confrontés en fait à ce projet Montagne d'Or. Et c'est pour aussi montrer qu'en fait, on ne change pas les choses non plus sans un rapport de force. Et s'ils ont réussi à faire... c'est pas juste des récits pour moi. Enfin, les récits, c'est très important, mais il y a aussi la question du rapport de force. Comment on crée un rapport de force? Et s'ils ont réussi à faire capoter en fait, ce projet Montagne d'Or, c'est suite à plus de 2 ans, 3 ans de mobilisation, pas seulement les Amérindiens, mais d'autres strates de la société guyanaise. Et ça allait aussi avec un revival de leurs rituels,
de leur poésie, avec des écritures, avec bien sûr de la mise en récit, avec du journalisme, avec tout ça en fait. Et donc l'exposition Sagesse des lianes est née d'abord là en fait, pour témoigner en fait de la puissance de ces mondes, en l'occurrence des mondes afro-diasporiques, parce qu'on a déjà connu des fins de monde en fait. Quand on est issu de ces mondes-là, la fin de monde, c'est pas aujourd'hui en fait. Quand on est déporté, quand on est exterminé, quand on est assimilé, c'est la fin de son monde, c'est la chute du ciel, c'est la mort des dieux, donc c'est une fin de monde. Mais en réponse, ils ont déployé des puissances de survie, des surcroîts de vie à travers la danse, à travers la musique, à travers l'appropriation de l'outil du maître, enfin, de l'écriture pour produire des littératures. C'est tout ça qui permet de construire un cosmos. Mais ça va aussi avec le fait de créer un rapport de force. Et liane, quand je parle de la sagesse des lianes, c'est un hommage. Quelque part, je m'en fous des propriétés botaniques de la liane. C'est d'abord un hommage au lianage, ce qu'on appelle en créole le lianage, c'est-à-dire ces pratiques de solidarité, d'alliance, d'improvisation créatrice qui héritent de pratiques de résistance de l'époque de l'esclavage et qui ont été mis en œuvre en 2009 à l'occasion du mouvement lianage contre profitation, contre le système de la profitation, qui était une forme de aussi préfiguration du mouvement des Gilets jaunes. Mais je ne vais pas entrer dans les détails. Et donc, c'est l'art, c'est d'abord un art de vivre, en fait. Et c'est rappeler aussi que dans ces mondes, on ne sépare pas l'art, la thérapie, l'écologie, en fait, des modes d'existence eux-mêmes. Et donc, c'est une mise en valeur de qu'est-ce que nous, on apporte. Parce qu'il serait temps qu'on n'est pas juste là en train de dénoncer des violences policières. Il est temps aussi qu'il y ait un vrai partage, pas seulement un partage du sensible, mais un partage des imaginaires. Parce que ça fait longtemps qu'on construit cette putain de France. Donc, et qu'on en a marre d'être toujours relégué, en fait, dans les sous-sols, dans les périphéries. Donc, on apporte quelque chose. Hein. On apporte quelque part la révolution haïtienne. Elle étend, elle poursuit, elle approfondit la radicalité de la révolution française. C'est pas juste un truc périphérique, puisque c'est elle qui va entraîner en fait la révolution en Amérique du Sud. Il n'y a pas de Bolivar, il n'y a pas de révolution bolivarienne sans Haïti. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Donc c'est ça aussi l'écologie. C'est élargir son champ d'horizon et rappeler que le grand remplacement, par exemple, il a eu lieu depuis longtemps dans cette façon qu'a eu l'Europe de se répandre sans aucune retenue dans d'autres mondes. Et aujourd'hui, ils s'étonnent que le monde se reverse en eux. Mais est-ce qu'on viendrait ici s'il n'y avait pas un tel déséquilibre des échanges? S'il n'y avait pas un tel pillage? Vous croyez que les gens qui vivent au Congo, qui vivent au Maroc, qui vivent en Colombie, tout ça, ils ont envie de venir en Belgique ou en France? Pourquoi ils quitteraient leur magnifique pays, en fait? C'est ces questions-là qu'il faut se poser aussi à un moment. Ah, j'arrive pas à... C'est avec... Je vois pas le... Ah oui, pardon. Okay. Bonjour à tous. Je m'appelle Cindy Vanderpeel, je suis une amérindienne de la nation Arawak. Mon village Balaté est situé à Saint-Laurent-du-Maroni, qui est une commune de Guyane française, là où précisément veut s'implanter la montagne d'or. Avant de commencer, j'aimerais bien vous raconter un petit peu notre histoire en quelques mots. Donc, comme mes frères afrodescendants, je suis issue d'un peuple qui a subi la domination de l'homme blanc colon, celui qui a décidé de nous mettre à ses pieds, nous réduisant à une serpillière sur laquelle il essuie ses bottes. Nos ancêtres ont vécu cette domination de façon plus brutale. Aujourd'hui, en 2018, peut-être la vivons-nous d'une manière plus hypocrite, voire plus sournoise, notamment quand la France refuse de reconnaître la présence de peuples autochtones sur son territoire, ou de minorités, ou de concepts. Et là, je fais référence à la Convention 169 de l'UIT. Cette position rend notre combat d'autant plus difficile, surtout quand on aborde des sujets comme la montagne d'or. Parlons-en. Montagne d'or. Compagnie russo-canadienne s'est levée un beau matin, et cigarette au bec, et s'est dit, tiens, nous allons piller la Guyane
en leur faisant croire que nous voulons les aider. Nous allons prendre leurs richesses, 80 tonnes d'or, leur laissant 3 francs 6 sous, 2%. Au passage, pourquoi ne pas déverser 10 tonnes de cyanure, 10 tonnes d'explosifs, 80 000 tonnes de déchets par jour avec un trou aussi profond que la hauteur de la tour Eiffel, d'une largeur d'une trentaine de terrains de football, et tout cela sur un lieu sacré amérindien, entouré d'autres sites sacrés, avec une biodiversité endémique, histoire d'accentuer un peu plus notre profond mépris envers ces peuples. Que veut nous dire le gouvernement à travers ce projet? Veut-il achever le travail qu'il a commencé il y a maintenant longtemps? Que diront les minorités? Eh bien, j'ose répondre à cette question. Nous nous battrons. L'un des héritages que nos ancêtres nous ont légués est le combat. La joie, il donne chacun un poids, il donne chacun un cœur, comme un rêve de l'eau, un grand rêve la rosée. Quand tout y s'avire, quand coup de vent m'a... C'est un des... Allô? Oui. C'est ça rend compte d'une des installations qu'il y avait dans l'exposition Sagesse d'Eliane. Cette installation, en fait, c'était une installation textile qui dressait une cartographie textile justement du territoire de Cascabar. Cascabar, c'est à La Réunion. C'est un lieu dont les figures les plus connues sont Florence Félix, qui est une artiste de La Réunion, et Daniel Waro, qui est un immense chanteur du Maloya de La Réunion. Et c'est une utopie concrète, où il conjugue spiritualité, jardin, céramique, tous les arts, thérapie, etc. en fait. Et donc je lui ai demandé en fait de produire une installation qui rend compte de leur lianage pour l'exposition en fait. Et donc c'est comme ça qu'elle lui est venue l'idée de faire un rond de femmes. Et ce rond de femmes en créole, c'est-à-dire ce cercle de femmes, il s'est constitué dans le mouvement même de tramer en fait cette contre-cartographie du territoire de Cascabar, et tout en lui rendant hommage. Imagine le va-t-il-vient, tout ça quantité de fil, ou gagne pas voir, ou gagne pas senti, ou gagne pas touché, il travaille pour empêcher ça ou tomber. Nos mots, t'as un ancêtre, un avant, mais d'avant. Nos mots, il est en vapeur de l'eau. Il est comme qui dirait pendillé, en goni mouillé d'ici la terre caille. Bon son mouillé, il sort d'un son gosier, comme un fil bib d'un kiséanier. Bon son, il sort sans arrêter. Ça te l'est encore frisé, ça te l'est encore cangé. Alors, nos mots, il trappe le fil là et il commence tresser. Il commence tisser, il commence mandarer. Et que ça, il tresse, il tisse, il mandare. La joie dans son main là. La joie est pétrie, la joie il plotte, il déplote, il forme, il informe, il déforme. Et il n'y arrête pas. Il va tresse pendant 9 nuits. Et il va mandare un grand robe, il couvert la terre. Ça t'y connais? La terre, ça que t'es tout ni en verre. On va la moins l'automne, bois même ou 4 saisons, mon gazon maïs poisonne, la fan la poison. On va la moins l'automne, bois même ou 4 saisons, mon gazon maïs poisonne, la fan la poison. Fatigué on pas tout, nous fan en foot, bocal un coup casse-collé qui nous tiennent toutes. Fatigué on pas tout, nous fan en foot, bocal un coup casse-collé qui nous tiennent toutes. Nas animés, j'ai mon misère, mettre niveau. La dit mon vilain manier, elle en guette En cadeau.
Bon, j'arrête là. Je vais juste montrer l'installation. Oui, donc là, vous voyez, en fait, la Réunion, c'est des montagnes, hein. Donc, avec les branches, ça figure bien sûr le relief. Et donc, c'est une cartographie existentielle textile de Cascabar. Avec en haut, vous avez une création de Carole Chaussé. C'est une artiste du plateau des Mille Vaches, parce que le Centre d'art et du paysage de Bassivière est sur le plateau de Mille Vaches. Et je rappelle que c'est un lieu d'expérimentation politique, sociale, etc., qui fait partie des lieux attaqués actuellement même par notre gouvernement français, avec leur cellule anti-ZAD, qui rend compte justement de comment en fait un système de défense immunitaire se retourne contre les éléments de son propre organisme. Donc c'est un écorcé. Elle fait ça avec des écorces de bouleau, avec des champignons, etc. Parce que l'idée aussi de Sagesse Déniane, c'était de mettre en résonance les cosmologies afro-diasporiques avec aussi les cosmologies antéchrétiennes, en fait, les cosmologies dites païennes, dont on voit encore des résurgences dans plein d'endroits en Europe, et où le plateau des Mille Vaches, ça nourrit d'ailleurs l'écoféminisme et un tas d'expérimentations en fait, sur place. Voilà. Donc il y aurait encore plein de choses à dire, mais voilà, le temps passe. Donc c'était juste une œuvre parmi d'autres de Sagesse. Merci beaucoup. Je vais peut-être juste, pendant qu'on parle, je peux peut-être mettre. Bon, il n'y a pas de besoin. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, Denetem. Je pense que, et merci à Lucille et Pierre. Je pense qu'on peut ouvrir le débat, les conversations à l'Assemblée. Je suis sûr que vous devez avoir beaucoup de questions. Il y a déjà un bras qui se lève. Voilà, il nous reste plus ou moins, je ne sais pas, je regarde le gardien du temps, plus ou moins une demi-heure de questions, 20 minutes de questions. Donc voilà, à vous. Je pense qu'on peut commencer avec monsieur là-bas. Alors déjà, merci beaucoup. C'est pour mettre en alerte. Je me pose la question, et je voulais vous poser la question, du type de récit qu'on choisit de mettre en avant, notamment via des concours comme celui dont vous avez parlé, ou des prix. Dans le sens où on parle ici de passer de la fiction à l'action. Je pense que nos sociétés sont très fortes construites sur des imaginaires collectifs, sur des histoires aussi dans lesquelles on aime se plonger. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui très orientées techniques et amour de la technique qui, je pense, naissent de récits de science-fiction il y a quelques années, d'Isaac Asimov et de choses comme ça, où on a construit des imaginaires collectifs qui, aujourd'hui, sont un peu ce qui nous détruisent. Vous disiez que... Waouh. Vous disiez que l'art ne doit rien. Je ne sais pas à quelle distance je dois le mettre. Ça va. Je pense qu'effectivement, c'est important qu'il y ait une liberté de l'artiste de créer. Par contre, on a aussi le devoir, je pense, en tant que société et dans ce qu'on choisit de mettre en avant, notamment en tant qu'écologiste, de mettre en avant des récits qui construisent ce dont on a besoin et ce qu'on veut construire. Et je rejoins, bien sûr, l'amour des beaux mots, de la forme et des beaux récits en tant qu'objet d'art. Mais je pense qu'il est très important aussi de mettre en avant des récits qui soient de la culture populaire, qui soient des choses dans lesquelles on puisse se plonger, justement, des mondes dans lesquels on puisse s'évader, auxquels on puisse s'identifier et qui fassent envie. Dans les récits que vous citiez, je ne les ai malheureusement pas lus, mais vous parliez de disparition d'oiseaux, de cancer dû au Roundup, d'explosion de centrales nucléaires, de poulets sous vide et de fonte des glaces. J'ai l'impression que c'est des choses qui sont importantes, l'indignation et le fait de se rendre compte de ce qui ne va pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est au moins aussi important de construire un horizon enviable, d'arriver à s'y projeter, parce que c'est comme ça qu'on va collectivement construire le monde vers lequel on se dirige. Je pense qu'il... Ah oui, il marche. Oui, après, au fond, j'espère aussi, à travers ce que j'ai dit, vous avoir donné envie de lire des romans que vous n'avez pas encore lus. C'est-à-dire que susciter le désir de rentrer dans la peau de ces personnages, ou peut-être de les détester, c'est important. Et puis, je pense qu'il faut ajouter, par rapport à tout ce qu'on a évoqué en termes d'œuvres, sans doute aussi le cinéma, le documentaire. On voit bien comment l'inspiration écologique s'empare aujourd'hui du monde de l'image et pas seulement dans le cadre du spectacle vivant. Donc, vous avez raison, sans doute faut-il donner envie
mais c'est pas quelque chose, c'est une sorte de principe. Voilà. Après, ce qui me semble, c'est que la question, c'est comment est-ce qu'on est entraîné à aimer, à détester tel ou tel personnage. J'allais citer ce roman de 600 pages d'Emmanuel Pagano, la première année qu'on a fait le prix. Je ne sais pas si tu te rappelles bien, Pierre, mais en tout cas, ce qui est important dans ce roman, qui est très autofictionnel, c'est qu'à travers plusieurs siècles en fait, d'existence d'un territoire dans le sud de la France, autour du lac Salagou, elle va raconter l'ennoyement de la mémoire des paysans par les politiques hydrauliques qui sont menées. Donc, par rapport à ce que vous disiez sur la technique, au fond, c'est un grand roman de contestation de ce qu'on peut imaginer d'une technique utilisée soi-disant pour faire le bien des gens à leur place, en ennoyant leur mémoire, en détruisant des villages, des vignes, etc., pour apporter de l'eau, mais d'une certaine manière. Donc je crois que ce que vous dites sur la contestation de la technique est assez puissamment représenté dans l'ensemble de des romans qu'on a sélectionnés. Pierre pourrait parler de Gisèle Bienne, qui connaît bien à travers la malchimie, qui conteste au fond, là je ne sais pas si c'est la technique, mais c'est plutôt la chimie en fait. Donc au fond, toutes ces techniques utilisées pour faire le bien des citoyens, des personnes, malgré elles, je crois que c'est un des éléments très forts de ces romans dont on parle. Je te passe la parole là-dessus, Pierre. Oui. En fait, ce qu'il y a, c'est que vous aviez tout à fait raison d'imaginer qu'il est nécessaire, à travers les imaginaires littéraires, artistiques, peu importe, d'offrir une image du futur. Après, il y a une chose dont il faut malgré tout se méfier, et ça on le sait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'une littérature qui serait uniquement une littérature à thèse, uniquement une littérature à message, va très vite être oblitérée, a peu de chances de durer. Et en plus, toute littérature à message univoque, explicite, s'expose évidemment de manière très importante, enfin, presque uniquement au jugement sur le fond. Et en plus, comme auteur, vous ne maîtrisez pas le sens. Je prends un exemple dans un autre domaine que celui de l'écologie, parce que ça va beaucoup plus vous parler. Tous les films de guerre sont des films sur le Vietnam, disons par exemple, prenons ça, sont des films pacifistes. Ils ont été faits par leurs créateurs dans une intention pacifiste. Or, on sait très bien, j'ai beaucoup travaillé sur la littérature de guerre avant, on sait très bien que les militaires américains qui partaient se battre dans les guerres suivantes, Irak, Afghanistan, etc., se passaient en boucle, et ça a été très bien montré par un militaire qui a fait un très bon livre qui s'appelle Jarhead, qu'il se passait ces films en boucle comme des sortes d'excitants au combat. Une fois que vous avez fait une œuvre, ça ne vous appartient pas. Votre intention pouvait être la meilleure que vous voulez, l'usage final ne vous appartient plus. Et donc là, il faut être conscient aussi de ça. Une œuvre d'art n'appartient plus à son auteur, quel qu'ait été son sens. Donc l'appropriation et votre travail de lecture est important, aussi important que le travail de l'intention de l'auteur. Je pense que ça, c'est vraiment... Et c'est de ce point de vue-là qu'un livre est nécessairement en dialogue. Et ce qui est intéressant, on parlait tout à l'heure de Gisèle Bienne, et j'en parle volontiers, c'est qu'elle crée une œuvre qui va bien au-delà du témoignage. Donc c'est l'histoire de son frère qui est ouvrier agricole et qui est mort d'une exposition longue et sans protection au glyphosate en particulier. Mais elle ne fait... Voilà, ça je vous l'ai dit, vous le savez, il n'y a pas besoin d'un roman pour faire ça. Oui. Sauf que, grâce à son texte, elle a fait une forme qui fait entrer ce texte, non pas dans le discours politique militant, etc., mais dans une dimension artistique qui la place en dehors de ces questions immédiates d'action politique. Je veux dire, c'est quelque chose à côté, mais qui ne prend pas la place de l'un ou de l'autre. Et je pense que là, ce dialogue qu'on peut avoir est très important, et pas uniquement... Alors, vous parliez d'autres choses importantes, d'une dimension collective. Le problème de notre conception de l'art aussi, c'est qu'elle est devenue, ça ne date pas d'hier, terriblement individualiste. C'est-à-dire que chaque artiste a tendance d'abord à parler de son œuvre, oui, et de parler de sa perspective. Oui. Mais en effet, autour de ces questions-là, la dimension collective est très importante. Et le collectif, ça ne veut pas uniquement dire l'artiste qui parle pour les autres, l'artiste qui donne une fois à la nature. Ce n'est pas uniquement ça. C'est un lien beaucoup plus dynamique. Lucie. Non, je voulais dire une chose aussi par rapport à ça, c'est que, au fond, dans ce qu'on vient de voir, on conçoit que nous vivons des aventures. C'est-à-dire qu'il y a presque une sorte de récit là, qui est en train de s'écrire en direct devant nos yeux. Je pensais à ça parce qu'avec Catherine Larère, qui je crois est dans la salle, on a coordonné un numéro d'une revue
qui s'appelle La Revue Tocqueville, sur la question, au fond, des mobilisations environnementales de la société civile. Et dans ce numéro de La Revue Tocqueville, on a à la fois des choses sur les procès climatiques, sur les mobilisations très intenses qui se passent aujourd'hui en Allemagne par rapport aux mines de charbon, et ça décrit d'une façon extrêmement forte ces mouvements de jeunesse, et vous savez, les rituels aussi qui existent autour de ces mobilisations. Il faut s'habiller comme ça, il faut se réunir comme ça. C'est aussi les rituels autour d'Extinction Rébellion, de Dernière Révolution, etc. Et tout à l'heure, Pierre a parlé du livre d'Édouard Abbey, Le gang de la clé à molette, qui aujourd'hui est devenu une sorte de roman culte d'Extinction Rébellion, alors qu'il a été écrit dans les années 70. Donc on a, au fond, une sorte d'histoire en train de se faire aussi à travers ces mobilisations. Moi, c'est ça qui me semble intéressant. C'est qu'il y a des récits écologiques qui s'écrivent dans l'aventure militante aujourd'hui, de la même manière que sur Notre-Dame-des-Landes, sur les zones à défendre de façon plus générale, qui était évoquée tout à l'heure. Il y a quelque chose d'extrêmement romanesque, même si le roman reste sans doute encore à écrire, je pense. Donc, au fond, on vous décrit des histoires en train de se faire. Moi, c'est ça qui me semble intéressant. C'est une littérature qui se vit dans la vie. Alors, il y a déjà d'autres questions. Non, mais on va laisser aux autres questions. On lance le cube. Ben voilà, merci pour vos présentations. J'ai pris quelques notes. Quand je vous ai écouté, je vais parler de prénom parce que je n'ai pas retenu le nom de famille, mais c'est Pierre. J'étais un peu dérangée quand vous avez parlé d'un imaginaire pas commun, donc de pas opposer Occident et versus les autres. Enfin, en disant que il y a pas une uniformité. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire alors dans ces cas-là qu'on pourrait parler d'un imaginaire capitaliste, même si alors que le capitalisme a été porté par le monde occidental. Donc, ignorer qu'il y a un pouvoir de l'imaginaire, c'est déjà aussi un privilège parce que c'est comme les personnes qui nous parlent de ne pas voir les couleurs, alors que on les vit différemment selon là où on se place. La littérature, pour moi, elle n'est pas du tout neutre, parce qu'elle draine avec elle une représentation dominante et forcément une représentation du capitalisme. En tout cas, quand on voit les romans qui sont primés ou quoi, d'ailleurs, quand vous dites qu'il y a une dame congolo-roumaine qui a été primée, c'est parce que c'est peut-être une exception qui vaut la peine d'être citée. Et évidemment, ce n'est pas la plupart des romans ou des écrivains qui sont représentatifs de ceux qui écrivent. Et il y a aussi cette dichotomie entre l'écriture propre et par exemple, les griots qui avaient cette manière de raconter l'histoire et qui avaient cette capacité à retenir sur des générations des histoires qui ne pouvaient pas s'éteindre par une bibliothèque qui brûlait. Et donc, ce n'est pas valorisé dans les apports littéraires ou en tout cas conscients. Et quand vous dites aussi qu'on a pris la mesure du poids de la responsabilité de l'homme envers la nature et que notre monde n'est pas le même qu'au 19e siècle, par exemple, je me demande où se situe la rupture et à quel endroit. Parce que au Congo, par exemple, il y a eu le caoutchouc. Aujourd'hui, on est dans des métaux maintenant rares. Moi, je ne vois pas de rupture. J'ai l'impression que c'est une continuité, une aggravation, parce que de plus en plus, on va toujours plus loin. Et donc, madame, vous avez dit qu'on ne choisissait pas sa langue, qu'on choisissait sa langue, mais c'est pas vrai. On ne choisit pas sa langue dans certains mondes, en fait. Parce que le fait même qu'une langue soit sans frontières, c'est déjà la preuve d'une domination, parce que si moi je parle aujourd'hui français alors que je suis arrivée ici en Belgique en 2006, c'est parce que le français a été imposé dans les pays d'où je viens via la colonisation. Donc ce n'est pas forcément choisi, avec la disparition de certaines langues et des cultures aussi par la même occasion. Donc je voulais dire que des récits contre récits, ou les contre-pouvoirs, il faut-il encore qu'on soit conscient de quel côté on se trouve, quoi, parce que le pouvoir, c'est aussi entendre les vécus de l'autre et ne pas minimiser son ressenti par rapport à ce qu'il ressent comme domination. Enfin voilà, moi j'ai un peu par rapport à... Je ne sais pas si je ne vous ai pas noyé avec tout ça.
Non, mais je comprends tout à fait la perspective que vous exprimez et je la partage tout à fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une seule grille de lecture. Et si vous prenez simplement l'histoire de l'Europe, vous verrez que l'Europe s'est entre-déchirée sur des questions qui rejoignent des problématiques que vous soulevez là, dans l'ensemble du XXe siècle. Je veux dire, l'histoire du XXe siècle en Europe est une histoire de conflits, d'oppression, même à l'intérieur de ce que vous appelez aujourd'hui, de manière très très générale, le capitalisme. Enfin, je ne dois pas vous rappeler que la différence entre la culture et la civilisation, qui aujourd'hui pour nous semble des quasi-synonymes, était la raison pour laquelle, entre autres, on a commencé la Première Guerre mondiale, qui n'est pas quelque chose qu'on peut ramener à une volonté ni de puissance, ni de volonté capitaliste allemande. Voilà, c'est pas du tout ça. Donc oui, évidemment, vous avez tout à fait raison. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une seule grille. Et en effet, il y a une grille qui s'impose à certains moments, compte tenu de notre propre passé. Donc je pense qu'on est tout à fait sur la même longueur d'onde de ce point de vue-là. Je pense que là, il y a une diversité de grilles. Il n'y a pas une seule grille. Je pense quelle que soit la grille, il est difficile d'accepter qu'on ne jette sur le monde qu'une seule grille de lecture. Je pense que les différents cas doivent être considérés. C'est tout. Donc, mais je suis tout à fait votre position. Oui, sur la langue, en fait, pour me faire bien comprendre, je pense que ça marche là. Ouais, c'est bon. Lorsque j'ai parlé de Kateb Yassine, qui lui-même, algérien, ayant subi la domination française, s'empare de la langue française, comme il l'appelle, un butin de guerre lorsqu'il écrit Nejma, qui est un roman magnifique, extrêmement surréel d'une certaine façon, en tout cas plutôt dans la fugue, puisqu'en reprenant le terme, on peut ressentir une langue, on peut être obligé de parler une langue, on peut aussi s'émanciper en parlant cette langue et on peut l'utiliser et en fait dire elle m'appartient alors que vous pensiez me dominer avec cette langue. Donc c'est peut-être quelque chose de compliqué à faire et ça ne relève pas malheureusement de toute une société. Mais en tout cas, l'artiste peut décider, et c'est aussi Édouard Glissant, et c'est aussi Aimé Césaire, c'est au fond faire de cette langue qui était utilisée pour la domination sa propre langue et en faire un imaginaire et alimenter autour de cette langue un imaginaire qui est d'une certaine manière un combat contre l'imaginaire colonial. Donc c'est en ce sens que je l'employais. Après, je comprends ce que vous venez de dire parfaitement, mais la langue vous appartient d'une certaine manière. C'est ça qui me semble essentiel à rappeler. Un oui. mot. Oui, un peu plus qu'un mot. Merci. Je vais commencer par la langue. Oui, la liane, elle a la langue tordue, donc pour moi, c'est aussi une façon de figurer, la façon, par exemple, dont le créole va tordre la langue du maître, va en avoir un usage mineur, va en produire une subversion, va la chiffrer au point de la rendre même pas complètement difficilement compréhensible pour le maître et ainsi être un agent de sédition. Et d'où l'importance du créole, par exemple, dans les mouvements, que ce soit à La Réunion, que ce soit en Guyane, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, dans tous les mouvements visant en fait des formes de libération. Donc ça, déjà, c'est la question de la torsion créatrice. Et puis après, il ne faut pas oublier qu'il y a des langues quand même aujourd'hui, comme le swahili, et comme la langue amazigh, mais en fait, c'est une galaxie. Après, ça dépend aussi le swahili, on écrit en swahili depuis le 19e siècle. Donc, c'est à nous aussi, quelque part, enfin, c'est à ceux qui habitent ces régions-là de se fédérer, de se mutualiser pour avoir la volonté d'écrire dans leur langue. Mais ça suppose une mutualisation, ça suppose un minimum d'unité, que ce soit à l'échelle d'une région africaine ou panafricaine, ce qui est difficile, parce que là encore, il y a des questions de géopolitique. On a des pays d'Afrique centrale qui restent toujours le gros gâteau, en fait, qui restent toujours des zones de prédation, de désintégration, parce que c'est là où se concentre le plus de richesses au monde. C'est difficile parce qu'on est toujours soumis à ces logiques coloniales et capitalistes. Et c'est pas une question de culture, en fait. Faut arrêter de mélanger ça, en fait.
ce à quoi on est confronté, c'est une mécanique qui est toujours coloniale. Le mode d'expansion, de développement du capital, il est colonial. Il vise toujours à franchir de nouvelles frontières. Il s'agit d'une accumulation de richesses qui va permettre de nouveaux investissements qui eux-mêmes vont permettre une accumulation encore plus grande de richesses, et ça quel que soit le secteur. Et c'est pour ça que vous avez eu Guattari tout à l'heure. Guattari développe la notion de capitalisme mondial intégré pour dire que, en fait, aujourd'hui, depuis longtemps même, tout le globe est intégré dans le système capitaliste. Et donc, comment on fait pour s'étendre quand il n'y a plus de frontières, quand il n'y a plus de dehors? Eh bien, en s'appliquant à des activités, à des dimensions de l'existence jusqu'alors inexplorées, comme notre attention, comme nos affects, comme même notre ADN. Bientôt, il faudra payer des droits à des compagnies de biotech quand on aura un enfant. Puisque je vous rappelle qu'il y a plein d'éléments en fait, de l'ADN humain qui sont déjà brevetés. Enfin, et cette marchandisation, cette conçue du monde, c'est ça aussi qui nous dévore. Après, on peut très bien développer des récits. Là, à l'image, vous voyez l'homme Kenneth. L'homme Kenneth, c'est Eddie Ekete, en fait. C'est un grand artiste congolais qui est un des initiateurs du festival Kinact à Kinshasa, qui en même temps remet en question exhume en fait la façon dont l'Afrique et d'autres territoires des Suds servent de poubelle, alors même c'est là en fait qu'on extrait les minerais dont il reçoit les déchets. Et en même temps, il réactive en fait des figures de l'imaginaire, des pratiques en fait métaphysiques locales à travers là il fait un Nkissi en fait urbain en fait. Un Nkissi, c'est ce que les Européens appellent des fétiches, sachant que les féticheurs savent qu'ils font un fétiche. On ne croit pas à nos alors que nous, dans le fétichisme de la marchandise, on croit en l'existence de nos intelligences artificielles. On a une relation fétichiste aux produits, à nos productions, en oubliant que ce sont des productions humaines. Donc, donc la langue, je pense qu'il faut l'envisager aussi comme un des instruments. Enfin, c'est pas quelque chose. Il faut envisager en fait les modalités en fait d'action. En fait, il y a un efficace magique aussi, et d'où l'importance de la poésie en fait, et de l'ordre du sortilège. Et après, la question de l'artiste, faut voir aussi. Là, je vous ai montré un aspect, mais tout l'expo Sagesse-Eliane, c'est pas juste le motif. Enfin, quand on parle c'est pas juste le thème qui est important, que ce soit en littérature ou en art. C'est la forme, et la forme elle-même comprend le fond. On a mis en œuvre un lianage dans cette exposition, et où en fait il n'était pas question de mettre en avant juste des individualités, juste des artistes. On a construit en fait un multivers. Chaque artiste a développé. Il y avait souvent des duos, voire plus des trios, enfin qui travaillaient sur des installations ou des œuvres, et chacun travaillait sur le motif de la liane et de l'archipel en fait. Il s'agissait de créer des refuges. Et donc ce lianage a duré pendant 1 an. Et là, on n'est pas dans l'individualité artistique. Et en plus, ça s'est passé en partie pendant le Covid, et donc ça a été la galère. C'était vraiment une utopie de réaliser ça. Et quelque part, il y a une dimension politique dans la forme même, et c'est pas juste le thème. Et ça, c'est typiquement occidental de ne voir que le fond, en fait, que le thème, en négligeant la forme. Et c'est pareil. Moi, dans mon texte, je promeux une autre façon de faire de la philosophie. Que la philosophie, tout comme la poésie, ne se limite pas en fait au rectangle d'un livre. Pour moi, ma pratique de la philosophie, elle n'est pas dissociable en fait des expériences que je mène avec d'autres en fait. Et vous avez des exemples très géniaux aussi, comme le collectif Wooming en littérature. Ce qui est important, c'est pas juste le motif, c'est aussi la façon dont les gens travaillent. Et là, ce collectif Wooming, qui est un collectif italien, justement, ils mettent en action, ils mettent en œuvre en fait la liquidation de la starification de l'auteur. Enfin, c'est un exemple. Vous avez aussi des gens qui font des tentatives, comme Léonard Amiano, pour sortir en fait de cette complaisance vis-à-vis de la dystopie avec Rouge Impératrice. Vous avez A.P. Gums, Alexis Pauline Gums, qui tente aussi, pareil, d'aller au-delà de ça. Enfin, il y a plein de choses, mais bon, je m'arrête là. Je pense qu'on peut remercier chaleureusement nos intervenants, et à vous toutes et tous d'être venus nous écouter aussi et clôturer cette table ronde. Merci à vous.